c'est un sujet qui est important, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne pourra pas tout dire ce soir, mais c'est un sujet sur lequel je pense qu'il faut qu'on puisse porter un regard résolument positif, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde dans son quotidien, et donc c'est important de pouvoir le voir de manière positive. Si je pense à moi, mon expérience, ben voilà, je travaille dans une entreprise, donc je perçois une rémunération, et en cela, ben, le travail me permet de vivre, donc il est vital pour vivre matériellement, et déjà ça c'est positif. Ensuite, je peux dire que mon entreprise, elle est un acteur de l'économie, elle crée de la valeur, et que le travail des entreprises, la création de valeur, est aussi positive pour une communauté, pour une ville, une région, un bassin d'emploi, un pays, et ça aussi, c'est une dimension positive du travail. Enfin, la troisième chose, c'est que je pense que le travail, quand il est bien réparti et qu'il est consistant dans un pays, eh bien, il participe aussi à la cohésion de ce pays. Et en cela aussi, bah, le travail crée une dimension positive. D'accord. Mais par contre, on constate qu'il y a un certain paradoxe parfois entre la réalité du travail, sa force positive, sa création de valeur, oui, et en même temps des situations de souffrance, et en particulier dans ce contexte de crise économique. Alors oui, tu as raison, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de souffrance au travail, c'est aussi une réalité qu'il ne faut pas qu'on occulte. Le phénomène de la crise économique qui dure depuis des années en est aussi à l'origine, mais pas uniquement. Et je pense que nous, au sein du courant, il faut qu'on puisse porter un regard résolument optimiste et aussi exigeant sur la question, et se rappeler que même si le travail il est vital, il ne doit pas dévitaliser, et donc il doit nourrir la personne aussi en profondeur, et donc il faut qu'on revitalise aussi le travail, parce que le travail doit être source de vie pour les personnes qui sont dans le monde du travail. Donc ça, je pense que c'est vraiment important, le travail doit être source de vie, et pas dévitalisant. Et je pense aussi qu'on a trop souvent oublié que le travail est fait pour l'homme et pas l'inverse. D'accord. Donc quel regard écologique peut-on porter sur le travail et comment justement mettre le bien de l'homme, de toute la personne au cœur de ce travail? Alors, au sein du courant, on a eu plusieurs alvéoles qui ont travaillé ces derniers mois sur cette question-là. Et quand on ramasse un peu la copie de ce qu'ils expriment, finalement il y a 3 angles de vue que l'on pourrait retenir. Le premier, c'est de se poser la question en quoi le travail il permet le développement de la personne et le développement de toute la personne, que ce soit à la fois dans sa dimension, ses compétences, ses savoir-faire, mais aussi ses composantes émotionnelles, relationnelles. Et le travail doit permettre à chaque personne de participer à la création, à la construction du monde, à l'amélioration du monde. Et en cela, on va aussi rejoindre la dignité de la personne. Donc le travail doit permettre la dignité de la personne. Et je pense que l'autre question qui est sous-jacente, c'est de se poser la question, quelles sont les conditions dans lesquelles les organisations ou le management met chaque personne réellement en situation pour qu'il puisse développer ses talents et exprimer sa personnalité. Effectivement, on voit que dans les situations de chômage, une personne peut être effectivement démoralisée parce qu'elle ne se sent plus utile, qu'elle n'est plus apte à donner, à apporter de la valeur. Donc quelle serait la seconde piste? Ce que je viens de dire, c'est que finalement une personne qui est privée de sa capacité à s'exprimer par le travail, à donner, à participer à la communauté d'une entreprise ou d'un pays ou à la vie économique, elle vit une blessure sociale qui est importante. Et donc ce que tu exprimes, c'est qu'une personne qui est privée de travail, on voit bien que c'est sa dignité et c'est son intégrité qui est touchée en profondeur. Donc le travail, il y a vraiment une dimension anthropologique qui est très forte et qu'il faut avoir en tête. D'accord. Donc on a vu à la fois la valeur subjective et la dimension aussi objective du travail. Donc quelle serait ta dernière piste de réflexion? Alors, il y a une autre piste qui est en quoi le travail crée de la valeur. Et on se rend compte que la création de valeur, elle peut être économique, marchande, financière, humaine, sociale, sociétale. Et toute cette création de valeur, trop souvent, elle est soit pas perçue, soit pas valorisée, soit mal perçue. Donc il faut aussi que la société porte un regard plus positif sur cette création de valeur. Et je pense aussi par exemple à toutes les décisions qui amènent le travail à se dématérialiser, à se délocaliser, à se globaliser. La technologie aussi qui crée des robotisations. Et tout ça crée finalement une fracture dans le monde du travail. Et ce sont les personnes qui en sont les premières victimes derrière. Donc que peut-on faire pour faire bouger les choses ? Alors il faut aussi se poser la question en quoi le travail accueille le plus fragile et le plus démuni.
Et cette question, elle est importante parce que si le monde du travail ne prend pas la mesure de cette question-là, n'accepte pas la notion de la vulnérabilité aussi dans son organisation, c'est toute personne qui potentiellement demain peut être soumise à une tyrannie de l'organisation, de la performance, de l'efficacité. Et même si cette efficacité elle est bonne à rechercher, les conditions dans lesquelles on la fait vivre, ça c'est une autre chose. Et je pense aussi que un manager qui adapte les méthodes de travail, l'organisation ou une équipe qui s'organise pour accueillir un plus fragile, eh bien en fait elle grandit humainement parce qu'on est tous potentiellement touchés par cette fragilité. Bonsoir, je viens vous parler des questions du travail à partir d'une double expérience. L'expérience d'enseignant et de spécialiste des conditions de travail dans un groupe industriel. Alors il me semble qu'il y a une hypothèse qu'on pourrait formuler, c'est qu'entre l'entreprise, le management et les individus, il est nécessaire de valoriser des espaces intermédiaires qui créent du commun. Et pour moi, un des espaces intermédiaires les plus intéressants à regarder, c'est la question des professions, des métiers qui peuvent être innovants et créatifs. Alors quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour un grand groupe bancaire qui avait un certain nombre de difficultés. J'ai fait le pari d'aller voir les agences qui fonctionnaient bien. Et ma surprise a été de découvrir que les facteurs de réussite étaient liés à des échanges très nourris entre les conseillers clientèle sur leur manière de travailler, sur les clients, sur les difficultés et à une répartition des tâches qui prenait en compte d'une certaine manière ce qu'aimaient faire les personnes, banque, assurance, crédit, placement, plutôt qu'obéir à un prescrit tout à fait strict. Et bien évidemment, cette agence bancaire avait des résultats tout à fait significatifs. Alors, autre exemple, il y a un certain nombre d'années, j'étais dans une entreprise, un équipementier automobile. Et là, des ouvrières de finition travaillaient complètement en marge du règlement. On aurait pu dire que c'était illégal, dangereux. Elles intervenaient sur les armoires électriques alors que c'était strictement interdit. Pourquoi le faisaient-elles? Parce que les régleurs n'étaient pas disponibles. Mais en faisant ça, elles avaient inventé un savoir-faire. Savoir-faire qui a été reconnu par l'entreprise et bien évidemment ces ouvrières étaient ensuite tout à fait engagées dans l'entreprise compte tenu de cette reconnaissance. Dernier exemple, plus récent, dans les centrales nucléaires, il y a une tâche tout à fait essentielle qu'on appelle les arrêts de tranche, dans lequel on charge et on décharge le combustible. Les chefs de projet arrêt de tranche sont au fond les coordonnateurs de ces chantiers. Et là encore, on découvre que la réussite des arrêts de tranche suppose qu'il y ait un échange d'informations très nourri entre ces chefs de projet qui partagent les informations, qui hiérarchisent les priorités, qui sont capables de discuter avec les sous-traitants et au fond construisent entre eux des règles de protection et des règles de performance. Voilà, ces quelques exemples montrent quoi? Montrent au fond que d'une certaine manière, le commun existe et le commun advient quand la parole circule. Cette parole, elle permet de protéger les individus et les personnes. Elle permet aussi aux entreprises d'avoir des succès grandissants. Bonsoir à tous. Ce soir, je voulais vous faire part d'une expérience vécue dans le cadre de mon travail, qui est une expérience de management participatif. En effet, je suis responsable de production dans une usine depuis une dizaine d'années. En 2008, alors que nous avions connu une année record, on va dire, en chiffre d'affaires, nous avons ensuite subi 3 années de récession, où les volumes ont dégringolé de manière assez frappante. Et donc, il était nécessaire pour l'entreprise de se remettre en question afin de pouvoir continuer à servir nos clients dans les meilleures conditions.
Ces mêmes clients donc, étaient eux-mêmes touchés par la crise et donc notre carnet d'ordre était de plus en plus raccourci dans le temps, c'est-à-dire qu'on avait peu de visibilité. Donc quand les commandes tombaient, il était nécessaire de réagir vite aux demandes des clients. Pour cela, nous avons identifié dans notre processus de fabrication un secteur en particulier qui nous semblait être en fait un goulot d'étranglement dans le process. Ce secteur était le secteur vérification de l'entreprise, c'est-à-dire la dernière étape de process que subit le produit et dans cette étape, les opérateurs de vérification contrôlent la qualité du produit fini. Donc c'est une étape très importante puisqu'elle est le dernier verrou avant que le client reçoive son produit. Pour cela, j'ai commencé donc à monter des groupes de travail de façon à vraiment permettre à chacun de participer à la résolution du problème qui était le nôtre. Donc, en quoi consistaient ces groupes de travail? Dans un premier temps, je demandais en fait aux opérateurs de me lister tout ce qui leur semblait être du gaspillage dans leur journée, c'est-à-dire tous les temps perdus, tous les temps qui consistaient à faire des manutentions inutiles, tous ceux qui consistaient à faire des déplacements, tous ceux qui consistaient à chercher par exemple des outils dont ils avaient besoin pour travailler et qu'ils n'avaient pas à disposition, tout le temps perdu aussi pour des manques de méthode ou des manques d'informations pour travailler. Et en fait, donc, ils trouvaient la démarche un peu étonnante au départ. Et en fait, très vite, les langues se sont déliées. Et ils étaient capables, comme ça, de me donner 70 à 80 remarques. Donc, c'était donc assez colossal. Dans un dernier temps, en fait, je leur ai demandé, voilà, quelle serait pour vous la journée idéale? Et donc là, ils m'ont décrit voilà, quelle serait cette journée. Donc bien sûr, c'était une journée sans manutention inutile, sans charge pénible, sans perte de temps. Et donc du coup, il s'agissait en fait de tuer ces dysfonctionnements, donc d'établir des plans d'action pour résoudre ces problèmes. Et là encore, ce sont les opérateurs qui ont apporté les solutions. La plupart d'entre elles, très simples à mettre en œuvre, donc dans l'immédiat, et d'autres peut-être un peu plus complexes ou qui nécessitaient un peu plus de temps ou de moyens. Le résultat voilà, de cette démarche, c'est que nous avons pu en peu de temps et finalement avec peu de moyens augmenter de 25% le volume passé en production. Ce qui nous permettait de livrer plus vite nos clients, ce qui était notre objectif de départ, et en même temps ce qui permettait aux opérateurs surtout d'avoir l'impression d'avoir une journée qui avait du sens, c'est-à-dire dans laquelle en fait ils effectuaient un travail qui avait de la valeur ajoutée, qui créait de la valeur, et pas de faire un travail qui consistait à faire un enchaînement de tâches inutiles ou pénibles. Voilà, c'était vraiment un enrichissement pour l'entreprise. Ça nous a permis, entre autres actions, voilà, de traverser cette crise sans bouleversements fondamentaux, sans surtout se séparer d'aucun membre du personnel, et donc de pouvoir être aujourd'hui plus réactif face aux différentes demandes clients, d'apporter davantage de services, d'être capable aussi de dégager du temps pour aider également nos fournisseurs à s'améliorer aussi, à entrer dans ce processus d'amélioration continue. Et donc chacun en fait en ressort grandi, l'entreprise par le travail commun de chacun, enfin de tous ensemble plutôt, et aussi chacun individuellement parce que chacun peut apprendre davantage, peut mettre en avant ses compétences, exercer ses talents au service de l'entreprise, et donc du coup voilà, avoir un travail valorisé, valorisant et finalement qui donne beaucoup plus d'enthousiasme au jour le jour. Bonjour, donc très heureux de pouvoir témoigner modestement d'une petite expérience en entreprise concernant la question de la bienveillance. Donc je suis Thierry Lemoine, mon métier c'est d'accompagner les entreprises sur la question des ressources humaines et progressivement la question de la relation est une question qui a été pour moi au cœur de beaucoup de sujets dans les entreprises et donc j'en suis venu à proposer mes services autour des questions de la relation.
Le témoignage, pour faire un focus sur une expérience de vie, le témoignage concerne une collectivité. Le chef de service de cette collectivité m'a sollicité en m'expliquant qu'il y avait des tensions au niveau de son équipe, et c'était une équipe qui était au contact avec du public, donc des citoyens qui étaient parfois agressifs, qui étaient parfois désagréables, etc. Et puis en creusant, en fait, la question, c'était pas tellement ça, c'était surtout qu'il y avait des conflits de personnes. Ils étaient que 4 dans le service, mais avec des grands conflits. Et donc on a construit avec ce manager l'approche. Et puis ce qui a été retenu, c'était de pouvoir prendre une journée pour parler de la relation, et puis parler plutôt de la relation vis-à-vis des citoyens, mais en se disant qu'en parlant de la relation vis-à-vis des citoyens, il y aurait sûrement des choses qui viendraient au niveau aussi de ce qui se passait dans la vie d'équipe. C'est ce qui s'est passé, donc une journée de formation. Ce genre de journée, en fait, je vais insister là-dessus, c'est plutôt une journée où il y a un espace qui est donné pour que puissent se dire des choses qui, dans le quotidien, ne se disent pas. Et là, c'est ce qui s'est passé à travers le processus pédagogique qui a été construit, avec la communication non violente, la CNV, qui est un outil de base que j'ai explicité auprès de ces personnes-là. Ça a été amené progressivement les personnes à pouvoir prendre conscience que ce qui se passe dans la relation, c'est souvent parce qu'il n'y a pas d'intelligence de soi-même ou d'intelligence de ce qui se passe en moi-même, et que l'autre est bien souvent le reflet de ce que j'ai du mal à assumer, de cette partie de moi-même qui me concerne en réalité. Voilà, il y a eu un moment, il y a vraiment eu un avant et un après dans cette expérience-là, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, au cours de la matinée, en fait, les personnes se sont rendues compte à quel point il y avait une situation de souffrance dans l'une de ses collègues, une de leurs collègues qui était réputée être la personne la plus pénible du service ou celle qui stigmatisait le plus de difficultés de relations, etc. Et en réalité, c'était l'occasion de pouvoir exprimer de cette personne, alors suite à un veuvage, suite à un certain nombre de stratégies d'isolement qu'elle avait mis en place, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a su saisir l'espace et l'occasion qui lui a été donnée pour se donner à voir dans sa vulnérabilité, dans ce qu'elle était. Et du coup, c'était l'occasion pour tous les collègues de pouvoir regarder autrement cette personne, de pouvoir finalement changer de regard. Et en changeant de regard, il s'est passé quelque chose, j'ai envie de dire, de très, très fort émotionnellement, c'est-à-dire qu'il y a eu une reconnaissance de l'humanité de l'autre, il y a eu une reconnaissance que l'autre pouvait être vu autrement. Et ça donnait lieu vraiment à un avant, un après. Alors il y a eu des émotions, il y a eu des larmes, il y a eu de la joie aussi, l'excitation, des choses très très fortes qui se sont vécues ce jour-là. Et puis, mais ensuite, au fur et à mesure de la suite de la journée, il y a eu un certain nombre de pas concrets qui ont été aussi décidés pour que le groupe apprenne à communiquer ensemble. Voilà, un petit exemple qu'ils avaient pris, c'était de pouvoir juste se dire le matin dans quel état intérieur ils étaient. Voilà, si la météo, c'était ça la symbolique, si la météo était plutôt grand soleil ou avec des nuages, etc. Et donc, ils avaient juste convenu ensemble de pouvoir prendre le temps de se connecter le matin pour pouvoir prendre en compte l'état de l'autre en termes d'émotions, en termes de sentiments. Voilà, c'est juste un petit témoignage, mais simplement pour dire peut-être, en généralisant ou en essayant de faire une extension, apprenons à regarder l'autre de manière différente, et puis apprenons à se donner à voir aussi avec nos vulnérabilités, ces gages de bienveillance et ces gages de relation.